Mesdames et messieurs, bonjour. Mardi 22 juin 2021, c'est votre magazine Kiosque. Vous qui avez toujours l'habitude de le suivre, votre magazine partout dans le monde, sur notre page Facebook, également sur notre chaîne YouTube. CCTV Ralik officiel également. Très nombreux à nous suivre sur la radio Liberté Kinshasa à la fréquence modulée des 96.8 MHz. Trois invités pour aborder notamment la lutte contre la troisième vague de coronavirus dans notre pays. C'est le gouverneur de la ville province de Kinshasa, l'épicentre de cette pandémie. Jean-Tini Gobila donc dure sur les tons, des amendes pour violation des mesures prises. Donc c'est donc l'arrêté qu'il a signé et publié hier ici. Nous allons en parler avec nos invités également. Les évêques congolais appellent à la cohésion nationale face à la situation politique toujours désastreuse dans notre pays, la RDC. Dans leur message à l'issue de la 58e Assemblée Générale de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko, les évêques notent toujours des dérapages sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan humanitaire, également sécuritaire. Il faut une cohésion nationale, il faut l'unité des Congolais. Voilà pourquoi ils appellent à la prière ce 30 juin 2021. Nous révélons également sur deux scandales. Scandale de détenteurs de cartes bancaires. Le gouverneur de la Banque centrale a précisé dans une lettre, et surtout ceux qui en détiennent, mais pour, dit Deogras Mutombo, pour des raisons justement des services, mais cela ne passe pas dans l'opinion, surtout certains qui estiment que c'est donc un scandale, ceux qui bénéficient de beaucoup d'avantages alors que le peuple congolais est dans une misère indescriptible. Également, les députés qui vont acquérir 500 jeeps, dons présentiels ou acquisition normale par rapport à crédit au niveau de l'Assemblée nationale. C'est le débat, en tout cas on en parle d'ailleurs. Au niveau de l'Assemblée nationale, à travers la cellule de communication, on précise que justement ce sont de jeeps qui seront acquis sur base notamment de crédit. Certains députés également l'ont dit, d'autres également estiment que c'est justement de vertu de fonction pour les députés nationaux. Mais cela n'est pas du goût de beaucoup de membres de la société civile, principalement la ZADO, également le DEP, qui parle d'un acte de corruption et qu'il faut des enquêtes à ce niveau-là pour déterminer l'origine des fonds qui vont justement servir à pouvoir acquérir ces 500 jeeps. Et le total fait 38 500, ça fait plus de 20 millions de dollars américains. Voilà, trois invités sur ce plateau de kiosque. C'est un grand plaisir de recevoir tous, parce que ils sont pour nous, pour vous également, pour les Congos. Et Charles Kekonko, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être venu. Merci beaucoup, ça a toujours été un plaisir d'être sur ce plateau pour contribuer à la construction de cet édifice Congo. Merci beaucoup. Et puis, lui, il était là un habitué, mais apparemment, il est fils maison. Mais il s'est fait un peu trop rare, on comprend plus ou moins. Jean-Romain Smokol, bonjour. Oui, bonjour à Michel Koyapa, bonjour à Isaac Bakoukou, bonjour à Charles Kekonko. En tout cas, tout le plaisir est pour moi de pouvoir retrouver mes compatriotes au cours de cette émission. Comme on dit, nul n'est prophète chez soi. C'est la raison pour laquelle nous autres là, on est en tout cas rarement invités dans le kiosque. Merci Jean-Romain Smokolo. Isaac Bakoukou, bonjour. Bonjour. Je voudrais seulement rappeler mes compatriotes. Vous venez de dire avec des mesures concrètes qu'il faut faire attention. Et il va de soi des intérêts de chacun de nous pour se préserver contre la maladie. Par respect pour vos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, je voudrais leur saluer. Et si vous permettez, je voudrais dire bonjour à décourager les héros de l'air qui survolent le territoire congolais pour nous relier avec nos sources. Je pense à Christian Bila, je pense à Ken Lelo, je pense à Gary Kaloumé et enfin à Lazare Kachova. Tous sont des pilotes qui nous permettent de nous retrouver en Bandaka, à Gemena, à Bumba, à Lubumbashi, à Kananga, à Mbujimaï. En tout cas, ces gens-là, c'est tous les jours qu'ils sont, ils survolent notre ciel. En tout cas, un grand merci pour le travail que vous abattez. Je ne sais pas, j'ai été m'acquitter d'un devoir très sérieux en Bandaka, qui est celui de m'incliner sur la tombe de l'honorable Henri Thomas Lokondo, où j'ai déposé ma jarre de fleurs. C'était une émotion. Je me suis adressé à lui et voilà, s'il était vivant, avec ce que vous venez de dire ici, je crois que l'honorable Lokondo serait monté au créneau pour dénoncer les antivaleurs
au détriment du peuple congolais. On en parle, Isaac Bakoukou, c'est lui, après l'absence de Henri Thomas Lokondo, pratiquement il devient aussi, après José Ndoudou également, il faut dire. Hein. Non, apparemment, il est en train de monter comme le leader de Mandaka. Donc. Oui, non, je dirais même pour la République, c'est un modèle de député. Oui. Et il était un député national, mais un député pour la République. Et ses obsèques ont démontré que Henri Thomas Lokondo, je ne vois pas, moi je fais un parallélisme entre le président décédé, je vois Arafat, et au niveau des députés, c'est Henri Thomas Lokondo qui reste l'icône de tous les députés de la République. Vous avez rendu des hommages aux pilotes, moi je rends les hommages à tous les Wewa de la République. Kinshasa particulièrement, nous aide également, moi particulièrement, c'est ils nous rendent un service énorme. Voilà, on parlait de la Covid-19, troisième vague. Jean Mokolo, vous avez la parole. Des mesures strictes, hein, je crois que c'est quand même très important de le rappeler. Nous sommes pratiquement à 35 000 cas de contaminés. C'est les chiffres de ministère de la Santé, je crois, à travers les taxes fausses. Mais pour Ngobila, il faut des mesures de coercition et particulièrement des amendes qu'on doit infliger à tous les contrevenants. Et je rappelle, selon l'arrêté de Ngobila, les amendes pour non-respect des mesures contre la Covid-19 à Kinshasa, pratiquement 10 000 francs congolais pour défaut de port de masque, 50 000 francs congolais pour violation de couvre-feu, 20 000 francs pour un taxi-moto avec plus d'un passager, 50 000 francs congolais pour les transports publics avec plus de 50% de sa capacité, 100 000 à 1 million de francs congolais pour le restaurant dépassant 50% de sa capacité d'accueil ou boîte de nuit, terrasse et bar ouvert, 10 000 francs pour tout client arrêté, 500 000 francs pour l'organisation de deuil et veillée mortuaire dans la parcelle, 200 000 à 1 million de francs pour mariage, réunion, anniversaire de plus de 20 personnes. Et voilà, tout cela, ils vont travailler avec la DGRK, rassure donc du côté de la police nationale congolaise, ville, province de Kinshasa, de Sylvain Kasongo. Comment vous jugez ces mesures? Oui, bon, je me dis que c'est tout à fait normal que le gouverneur puisse prendre des mesures d'accompagnement par rapport à ce que les chefs de l'État avaient annoncé comme très des mesures pour essayer un peu de nous protéger contre cette pandémie du siècle qui fait en tout cas des dégâts à travers le monde. Et tout cela arrive, Michel Koyapa, tout simplement parce que nous sommes dans une république de gens qui n'ont pas de conscience. Oui. Jusqu'à maintenant, la majorité des Congolais pensent que, en tout cas, le coronavirus, c'est une maladie qui n'existe pas. Il y en a qui voudraient voir la maladie pour croire en son existence. Voilà un peu face à cette inconstance-là, les autorités étaient obligées pratiquement de pouvoir imposer maintenant le respect des mesures barrières. Parce que quand on demande la volonté des gens, les gens ne coopèrent pas. Les gens estiment que non, tel ne s'est pas exécuté, X ne s'est pas exécuté, la maladie n'existe pas, pourquoi on nous brime? Alors, pour protéger l'ensemble de la population, je pense que s'il était bon qu'on puisse en tout cas arriver à des mesures coercitives, mais le comble c'est que le gouverneur qui prend des mesures qui devaient prendre effet au moment de leur publication, mais les gens n'étaient pas informés. C'est ça le problème. Donc il fallait d'abord prendre un petit délai là d'information, de sensibilisation pour que les gens soient au courant, quoi. Parce que je suis sorti ce matin avant la prise des mesures par Kimbuta et par Jacqueline Ngobila, et après c'est la même chose. Donc il n'y a aucun changement, les bus étaient bondés, les Wewa transportaient autant de monde sur une seule moto, donc en tout cas il n'y a encore pas d'exécution pour le moment, mais dans l'ensemble il faut dire que en principe ce sont des mesures qui valent en tout cas la peine pour dissuader les gens, pour faire peur aux gens, pour contrôler les gens en tout cas à marcher en fonction de la réalité du moment. La réalité c'est que nous sommes menacés par cette maladie qui n'épargne personne, qui est en tout cas une maladie. Les hôpitaux sont bondés, hein. Les gens ne savent pas, on a des rapports à ce niveau-là, beaucoup d'hôpitaux sont déjà ils seront un peu en mesure de pouvoir supporter. Oui, tout à fait, Michel. Mais quand vous prenez des pays comme l'Italie, les États-Unis, d'autres pays qui sont vraiment préparés, dont le système de santé est performant, ils ont été débordés. Comme en Inde. Et nous là, qui n'avons rien du tout, nous sommes préparés à rien du tout. Et si on arrivait à de telles catastrophes, je crois que ça va être en tout cas beaucoup plus difficile. Je crois que c'est mieux
de pouvoir imposer ces mesures-là, mais il est important que Sylvano Kasongo, le chef de la police de la ville de Kinshasa, puisse essayer un peu d'encadrer ces policiers. Ça aussi, pour que ça ne devienne pas en tout cas un fonds de commerce, quoi. Exactement. C'est là où ça pose un problème. On ne tracasse pas la population. Oui, oui. Au-delà de ce que vous avez relevé, Charles Kankou, c'est vrai. Une chose, c'est de mettre en place un train de mesures, également des mesures d'accompagnement comme le fait aujourd'hui le gouverneur Jean-Tine Ngobila à travers des amendes, c'est pour comme on dit, une politique de bâton pour que les gens suivent, mais aussi une autre chose, d'encadrement maintenant de ces mesures-là. On risque d'avoir des débats policiers. Bon, moi je pense que les dérapages ne manqueront pas, hein, connaissant les comportements des policiers dans ce pays. Il y a certains qui vont en profiter pour se faire un peu d'argent. Alors c'est à la population de comprendre les bien fondés de ces mesures, des coercitions pour épargner les vies humaines. Regardez ce qui se passe en Inde, parce qu'aujourd'hui on parle du variant indien. Oui. C'est pas la Covid-19 que nous avons connue l'année passée. Ça, c'est une autre forme de Covid-19 qui est extrêmement dangereuse et qui n'a pas de symptômes comme c'était le cas avec la Covid initiale. Donc ici, on dit que peut-être qu'on ne ressent pas de fièvre, peut-être chez d'autres patients, il n'y a pas de tout, mais entre-temps, la maladie détruit la santé. Donc c'est extrêmement important. Il y a des gens qui sont morts comme ça, il était bien portant, pas de symptômes, mais finalement il meurt. Donc c'est extrêmement important que les Congolais comprennent qu'aujourd'hui, c'est protéger, c'est aider l'État à nous sauvegarder la vie. Je ne peux pas comprendre que pour les ports des masques, par exemple, qui coûtent aujourd'hui 250 francs, que vous parvenez à débourser 10 000 francs d'amende, c'est quand même idiot de se comporter de cette façon. Il suffit seulement d'avoir son masque, et surtout que nous sommes aussi pendant la saison sèche où il y a beaucoup de poussière, ne fût-ce que pour se protéger contre la poussière, on peut porter son masque. Donc, et aussi, les tenanciers des terrasses, des boîtes de nuit, ils doivent comprendre que la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Et il faut protéger les Congolais, et pour se mettre à l'abri de tout comportement incontrôlé des policiers, il faut tout simplement respecter l'heure fixée pour le début du couvre-feu, par exemple, 22h, être à la maison à partir de avant 22h. C'est plus simple que ça, au lieu de donner l'occasion aux policiers de s'enrichir. Parce que je ne vois pas Sylvano Kasongo avoir les dons d'ubiquité, être derrière chaque policier dans n'importe quelle rue ou quartier de Kinshasa. C'est impossible. En tout cas, c'est impossible. Il ne sera pas contrôlé. Alors, c'est à la population de comprendre les bien fondés de ces mesures-là et de les respecter tout simplement. Voilà, Bakoukou, Isaac, on va terminer par vous ces points sur la lutte contre la Covid, mais aussi on a rappelé, c'est vrai, mesures d'encadrement, oui, mais aussi l'exemple vient toujours d'en haut. On sent qu'on dit port obligatoire de masques, mais les mêmes autorités ne portent pas les masques également dans le lieu public. Comment sensibiliser une personne, la maman maraîchère qui est à Sélembao, si vous-même vous ne donnez pas l'exemple aussi? Non, mais le problème c'est que il pourra peut-être considérer que j'ai un problème particulier contre lui. Je n'ai pas un problème particulier contre le gouverneur Ngobila, mais le gouverneur Ngobila souffre d'un problème de planification, d'organisation. Vous savez, même une loi, avant d'entrer en vigueur, il y a un délai, cette loi rentre en vigueur telle date. Vous prenez la mesure. Quelles sont les mesures d'application? Qui vont traquer? Est-ce qu'il a il a déjà mis une brigade qui va suivre? Et sur le plan de paiement, est-ce qu'il a mobilisé les gens de la DGRAD avec des souches? Il n'a pas de la DGRAD. Non, avec des souches à 4 ou 3 copies. Parce que c'est un problème de santé publique et c'est un problème national. On doit le faire avec
beaucoup de planification et beaucoup de sérieux. Il dit, voilà, on va faire ceci. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est la toute première fois qu'ils prennent une mesure de contrainte. Mais il faut de mesures d'accompagnement. Comment ça va se passer? Mais c'est pas la première fois aussi. Il y avait aussi l'amende de 5 000 francs, vous vous souvenez d'ailleurs. Voilà. Et là aussi, on n'a pas fait l'évaluation. L'argent qu'on avait perçu là, où est-ce que c'est Il faut, l'état des droits, c'est aussi la transparence. Ça veut dire que les souches, le paquet là, doit avoir 4 souches ou 3. Une souche par le récalcitrant, l'autre souche reste à la police et la 3e souche rentre à la DGRK chez le gouvernement pour mieux contrôler où va cet argent. Parce que les gens qui interviennent dans ces services doivent bénéficier aussi du pourcentage. Ça, c'est la meilleure façon de faire appliquer une mesure de contrainte. Deuxième chose, aujourd'hui, l'ancien ministre Eteni avait lancé un appel d'offres de masques. Il y a des sociétés qui ont contracté de prêts pour confectionner des masques. Et ils ont reçu de bons de commande. Et ces gens ont des problèmes avec des banques. Et les masques traînent dans leurs entrepôts parce que le ministre dit, vous allez garder, on n'a pas de l'espace. Aujourd'hui, nous sommes dans la 3e vague de la Covid-19. Et la première protection, le port de masques. Qu'est-ce que ces sociétés vont devenir et qu'est-ce que vont devenir ces masques? Je demande au gouvernement, via le ministre de la Santé, les masques qui sont là, qui récupèrent et qui payent même en palier les sociétés qui... Vous l'avez rappelé, je me souviens que Mobile avait promis de masques gratuitement à la population quinoise. Mais papa, le ministre de la Santé Eteni a commandé au moins 3-4 millions qui existent. Qui sont à Kinshasa dans les autres pays. Ils sont à Kinshasa et ils veulent aller livrer. Non, non, il faut garder ça. On vous paie, on n'a pas assez de place. Non, ça, c'est pas sérieux. Bon, on tue aussi l'économie de la République, mais on veut donner des trucs. Alors, cette histoire de la Covid existe. La contrainte, c'est une bonne chose. Parce que, comme mon frère a dit, le Congolais doit être conscient. Il ne faut pas considérer que les Indiens, le Français, les Américains, quand ils se protègent, ils font la vaccination pour le plaisir. Mais finalement, c'est ça aussi la solution. Est-ce que la solution, je passe par la vaccination totale, par exemple? Ça aussi, c'est l'option qu'on doit lever, hein, finalement, pour le cas de la oui, il faut, parce que le vaccin permet anéantir la réaction, les activités du virus sur le corps. Alors, la prévention, c'est la meilleure façon d'éviter. Aujourd'hui, pour voyager, vous devez, et je pense que même à la longue, on va nous imposer, si vous voyagez, vous n'avez pas fait le vaccin, vous n'entrez pas. Déjà, la Belgique prépare une liste de 27 pays dont la RDC. Ah, donc, il faut prendre ces choses au sérieux. Je rappelle au gouverneur, aujourd'hui, de préparer les équipes à travers les communes, à travers ces bourgmestres, avec les gens de la DGRA, de faire la patrouille. C'est lui qui contrefait ces mesures-là et que l'argent, l'État vit aussi de ça. Quand les gens ne respectent pas les règles établies et toute loi a toujours une contrainte à travers la sanction. Nous, et qu'ils soient bien organisés, bien préparés pour que, comme il vient de dire, que les policiers ne s'enrichissent pas de cette somme-là. Parce que si vous ne respectez pas quelque chose, et il n'a pas cité les partis politiques. Certains partis politiques, ils sont dans tous les coins des rassemblements. Donc, impliquer un peu toutes les forces politiques pour la société. Alors, il faut aussi on est d'accord avec les partis vous. politiques. Merci aussi. Isaac Bakouk, on est d'accord avec vous pour ces mesures, mais on est d'accord également pour les accompagner à travers l'association. Mais un petit élément. Évitons le dérapage. Le gouvernement n'a pas dit qu'est-ce qui arrivera à quelqu'un qui n'a pas de quoi payer l'amende. Parce que quand les Congolais, les Quinois se promènent dans cette pauvreté généralisée là, peut-être quelqu'un a 2000 francs pour se déplacer et qu'il est arrêté, il doit payer 10 000 aussi, là n'a pas, on fait quoi de ces citoyens qui sont incapables de payer l'amende? Il sera gardé aussi. C'est bon, on verra bien. Ce sont des choses qu'on doit examiner en termes de mesures d'encadrement pour éviter des rapages. Je rappelle que vous avons aussi daté. C'est une organisation. Voilà, toute une organisation. Mais la maladie existe. En Ouganda, par exemple, il y a 4 variants maintenant qui circulent. Il y a les variants ougandais.
le variant britannique, le variant indien, il y a même le variant sud-africain. Voilà, sud-africain. Je présume et je sens que nous avons aussi ces 4 variants dans notre pays aujourd'hui. L'Inde, l'Afrique du Sud, ne parlons pas de l'ancien variant qu'on a toujours connu. Et là, ça devient un peu compliqué. Protégeons-nous, portez votre masque, lavez-vous les mains régulièrement, respectez les mesures barrières. Il faut rentrer quand on n'a rien à faire, rester chez soi et rentrer également avant 22h. Ce sont des mesures pour un temps. C'est dur, mais c'est important parce que si la maladie arrive, nous n'aurons pas de moyens pour supporter. Et vous savez comment nos formations hospitalières ne sont pas capables de prendre en charge cette situation sanitaire particulière d'ailleurs dans le monde. On va évoluer pour parler des évêques congolais qui appellent à la cohésion nationale. En tout cas, les évêques, dans leur message à l'issue de la 58e Assemblée générale de la conférence épiscopale nationale du Congo, notent plusieurs défis, particulièrement sur le plan sociopolitique. Je note par exemple ici que l'option de la politisation de la CENI avec la prédominance de la nouvelle majorité au pouvoir adoptée au Parlement ne rassure pas tous les acteurs politiques et sociaux et ne garantit pas un processus électoral crédible. Sur le plan socio-économique, les efforts fournis par le gouvernement méritent d'être soulignés, notamment la hausse de réserves de change au niveau de la Banque centrale et des initiatives prises dans les différents ministères, mais la majorité de la population continue à faire face à l'extrême pauvreté. Curieusement, à côté d'elle, il y a encore et toujours, disent les évêques, une poignée de compatriotes qui s'enrichissent de façon scandaleuse et sans cause. Sur le plan sécuritaire, il faut mettre en place des mécanismes pour justement essayer d'endiguer toutes les postes de sécurité dans cette partie, de la partie orientale de notre pays, la RDC. Donc c'est quand même un réquisitoire sanglant, les évêques. Jean-Ramos Mokolo, vous avez la parole. Comment vous analysez ces points relevés par les évêques dans leur message? Oui, bon, en tout cas, les évêques, je crois, ils ont un peu parcouru pratiquement toute la situation qui prévaut dans notre pays. Ils ont donné des conseils, tout ça. Notamment, par exemple, en ce qui concerne la loi électorale. Oui. Bon, nous avions tout ceci souhaité qu'on puisse en tout cas dépolitiser la CENI, mais je me rends compte qu'on est en train pratiquement de refaire la même chose que nous avions dénoncé par le passé sous le régime Kabila, c'est-à-dire c'est une CENI qui va être dominée par la majorité au pouvoir avec l'opposition FCC et que la société civile va être là seulement pour accompagner en tout cas cette majorité et l'opposition, donc la classe politique quoi, au sein de la CENI. Bon, l'important c'est que l'on puisse peut-être désigner des gens qui, une fois désignés, une fois nommés au sein de la CENI, ils vont se départir de leurs origines, quoi. Ils vont arriver à couper les cordons ombilicaux pour faire en sorte que c'est l'intérêt général qui puisse s'exprimer. Malheureusement, vous savez, nous sommes en Afrique, il y a un principe qui est que c'est celui qui organise les élections qui les gagne. Donc hier comme aujourd'hui, j'ai comme l'impression que ceux qui sont aux affaires, ils sont en train de préparer leur maintien au pouvoir, la conservation du pouvoir à travers la commission électorale indépendante et puis à travers... C'est pas un procès de tension, par exemple? C'est pas un procès de tension? Non, si c'était de toute manière, la politisation de la CENI, c'est justement les grands chantiers qu'on n'a toujours pas arrivé à résoudre. Hein. Il faut toujours attirer l'attention des uns et des autres, parce qu'il y a déjà du côté de Martin Fayoulou, de son groupe-là, ils sont en tout cas vent debout contre cette réforme-là qui a été opérée au niveau de la loi organique. Il semble que la loi Lutundul a été charcutée, ce n'est pas la loi initiale qui a été prévue. En tout cas, la loi a été formatée en fonction des intérêts de ceux qui sont aux affaires et qui ont sûrement un agenda caché pour 2023. Voilà un peu le grand problème que nous avons. Bon, en dehors de ça, c'est la justice que les évêques, en tout cas, ont épinglé. Illicite, par exemple. Bon, on a comme l'impression que cette justice-là aussi n'a pas du tout changé. La même justice que nous avions dénoncée par le passé, et c'est la même avec le même cahier de charge, avec la même façon de fonctionner. C'est aussi une mauvaise chose, quoi. Mais au-delà de ce qu'on peut reprocher à la justice, mais il faut quand même faire en sorte que cette justice aussi soit mise dans de bonnes conditions. Avant l'émission, nous causions avec Isaac Bakoukou qui réveillait des Mandaka, qui nous a fait un témoignage sur le fonctionnement de la justice, par exemple dans l'arrière-pays. Il y a des juridictions qui manquent de magistrats, qui manquent de conseillers. Est-ce que vous savez que dans ces pays, par exemple, c'est la MONUSCO qui a
faciliter le déplacement de certains magistrats nommés pour aller rejoindre leur poste d'attache. Donc il y a un problème de redistribution équitable des moyens de l'État. Il ne faut pas que les moyens de l'État soient concentrés sur une certaine élite ou sur ce que l'ancien ambassadeur français appelait la République de la Gombe, et que les autres compartiments de l'État manquent de moyens. D'accord. Voilà un peu ce que je pense. Charles Kakou, c'est au-delà de tout ce qu'on a révélé. Hein. Je crois que Jean Ramos l'a dit, la politisation de la CENI, c'était une préoccupation pour beaucoup. Hein, par les cycles électoraux qu'on a connus, les trois d'ailleurs qu'on a connus, 2006, 2011, 2018. C'était le vœu de tout le monde. Il faut diminuer la prépondérance, par exemple, de la politique au sein de la CENI. La question n'est pas résolue, mais aussi le problème de la rétribution de richesse. Et d'ailleurs, là, les évêques recommandent, par exemple, que le gouvernement puisse rééquilibrer les dépenses. Et on sent que finalement, les mêmes discours ou les mêmes faits qu'on a reprochés hier, ça commence à revenir. Vous partagez aujourd'hui le constat des évêques, vous, actuellement? Bon, écoutez, les évêques sont libres de faire des déclarations comme ils nous ont toujours habitués depuis un certain temps. Moi, j'ai toujours été contre les cléricalismes qui montent en puissance dans ce pays depuis un certain temps. Lorsque vous regardez dans beaucoup de pays africains, que ce soit européens, vous ne verrez jamais l'influence des clergés, surtout catholiques, tel que nous le voyons dans notre pays ici. Donc moi j'ai toujours été contre. Aux États-Unis, non mais attendez, s'il vous plaît, est-ce que les évêques vous suivez qui menacent de ne plus donner de l'hostie à vous suivez chaque jour ici, vous comprenez, il y a la politique américaine, vous voyez les évêques faire des déclarations à tout bout de champ. Vous les suivez où? Dans quel pays? Aux États-Unis, vous avez... Et d'ailleurs, aux États-Unis, ce sont les protestants qui sont les plus influents et non les catholiques. C'est connu de tous. Donc moi, j'ai toujours été contre ça. Les évêques doivent rester prêcher la parole au lieu de s'immiscer à tout bout de champ dans les affaires politiques. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Donc, moi, je combattrai cela jusqu'à la fin. J'ai toujours écœuré de voir les acteurs politiques aller presque s'agenouiller, aller à Canossa devant les évêques catholiques. Je n'ai jamais compris ça. Vous allez au Nigeria ici, vous ne trouverez pas ce type de comportement. Hein? Vous ne verrez pas. Mais c'est seulement ici au Congo-Brazzaville ici. Est-ce que vous suivez l'actualité politique au Congo-Brazzaville et au Rwanda, en Angola? Vous voyez l'église catholique avoir une telle influence, telle que nous l'avons ici, dans notre pays? C'est inacceptable. Mais nous ne sommes pas un pays catholique ici. Alors maintenant, par rapport à la question, les constats établis par les évêques, est-il faux ou pas? Bon, écoutez, moi, je suis clair dans ce que j'ai dit, Michel. Je me poserai jusqu'à la fin à l'influence catholique dans les affaires politiques. Non, il n'y a pas d'influence. Est-ce aujourd'hui... Je suis en train de vous répondre. Oui. Je me poserai à ça. Oui. C'est votre droit d'ailleurs. Alors, maintenant, parce que ils ont fait beaucoup de déclarations. Hein, j'ai entendu des lois discriminatoires, beaucoup de déclarations pompeuses et tapageuses de ce genre-là. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils appellent loi discriminatoire. Je ne comprends pas. Ils prennent aujourd'hui fait et cause pour des gens qui ont détourné les biens de l'État. On parle de 300 millions, 400 millions, mais comme ils se retrouvent là avec des universités qu'on leur a cédées, et ils commencent à défendre même ces gens. Non mais je ne comprends absolument rien. Je ne comprends absolument rien. Parce que vous avez parlé de la loi électorale. Oui, mais c'est un débat totalement pourri. Je dis bien pourri. Parce qu'une commission électorale dite nationale et indépendante, mais c'est une structure hautement politique. C'est une structure hautement politique. S'il y a des gens qui devaient quand même se taire, ce sont les religieux. Parce que depuis la mise en place de la structure électorale dans ce pays, ça a toujours été dirigé par des religieux. Et ça a toujours été dirigé par les religieux. Pour quels résultats aujourd'hui? Pour quels résultats? On a connu l'abbé Manomal qui était ici prêtre catholique. Donc ils n'ont pas quand même des leçons à nous donner. Nous avons vu comment ils se sont embrouillés ici dans la désignation du président de la CENI.
On a vu quelles ont été les déclarations faites par les catholiques et tout ça. Nous connaissons l'histoire récente de ces pays. Donc ils doivent quand même avoir un profil bas aujourd'hui. S'il vous plaît. Donc une structure comme la CENI, c'est une structure sensible qui est au cœur du pouvoir. On ne peut pas dire que cette structure-là peut être apolitique. Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Parce que ça traite des questions politiques. Tout simplement des questions politiques. C'est pas des commissions c'est pas des commissions économiques. On avait estimé que c'est possible s'il y a moins de politique que la société par exemple. Non, mais aujourd'hui d'ailleurs, lorsque vous voyez la réforme qui a été faite, mais le nombre de membres de la société civile a augmenté. Ils sont passés, je crois, de 3 à 5 aujourd'hui. Leur nombre a été revu à la hausse. Alors, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on peut vouloir qu'une telle structure soit uniquement dirigée par la société civile. Pour quelles raisons? Vous pensez que tous qui sont au sein de la société civile là, ce sont eux qui aiment le pays, ce sont eux les vrais patriotes, ce sont eux les hommes impossibles. À partir du moment où nous connaissons que dans ce pays, la société civile a toujours été divisée. Il y a la société civile de gauche, de droite, du centre, ainsi de suite. Donc on ne va pas quand même nous amener dans de tels débats. Et aujourd'hui, parce que vous avez dit que la loi Lutumula a été charcutée, mais il faut seulement revoir, suivre les débats qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui a été fondamentalement changé dans ce que Lutumula a dit? Lutumula a proposé à ce qu'il y ait des acteurs politiques au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que c'est cela la dépolitisation de cette structure? Lorsqu'on préfère, on propose qu'il y ait autant de membres de l'opposition, autant de membres de la majorité, vous dites que cela est une dépolitisation, là où se trouvent les acteurs politiques. Donc je trouve que c'est un débat totalement inutile. La société civile ou les prêtres catholiques n'ont pas le monopole de l'amour du pays. Donc n'importe qui peut servir le pays. Et surtout, il faut aussi noter que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de structure comme CENI. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Est-ce que c'est pour autant dire que dans ce pays-là, il n'y a pas de démocratie, les élections ne sont pas libres, démocratiques et transparentes? Il me semble que vous ne partagez pas l'avis de Charles Kankou. Finalement, l'Église catholique a toujours été au front. Récemment d'ailleurs, en 2018, on a vu comment les prêtres ont été tabassés, certains tués, l'Église profanée. À l'époque là, tout le monde disait les évêques sont de Dieu, de demi-dieux. Mais moi aujourd'hui, c'est plus le cas. Je suis un peu estomaqué, scandalisé par les propos de notre co-débatteur. Vous savez, vous devez savoir même dans votre maison, si le voisin intervient, ça veut dire que vous gérez mal votre maison. Effectivement. Parce que l'Église catholique vous dit bien, doit prêcher la parole. Mais vous avez déjà lu le livre de l'actuel ministre des Affaires sociales, La République des inconscients. C'est ça. Hein? Voilà. La République des inconscients. Quand l'homme politique congolais ne sait pas son rôle, mais toutes les misères de la République retombent sur l'Église catholique et certaines églises de sommeil. Parce qu'ils sont proches de la population. Vous prenez l'université, l'UNIKIN là, c'est l'université de l'État. Vous avez arraché ça de l'Église catholique. Moi, je pense que les gens qui doivent parler de l'Église catholique, il faut parler avec beaucoup de respect et beaucoup de la considération. Si nous avons l'alternance aujourd'hui, l'Église, Jean-Marc Kabound, l'intraitable, a reconnu que nous avons fait 50-50. Nous avons été essoufflés. La Kabylie nous avait anéantis. Ni de manifestations après le messe. On ne serait pas dans la situation pareille. S'il vous plaît, il vit dans une société et le rôle de l'Église, c'est nous rappeler et la Bible et la vie en société. C'est son rôle. Si au Nigeria, ça ne se passe pas comme ça, si ailleurs ça ne se passe pas comme ça, parce que le Nigeria a des hommes politiques sérieux qui ont
l'essence même du changement et de l'évolution de la République et l'évolution du développement du pays et même de la situation sociale. Vous êtes là qui paye les fonctionnaires, c'est Caritas. Vous trouvez ça normal? Aujourd'hui, moi j'ai été à l'Équateur. Je constate dans la cour d'appel de Mbandaka, carence de conseillers. Tribunal de première instance, carence de conseillers. Et nous allons dans les tribunaux de paix dans 7 territoires. Bolomba, Lukolela, Ingende, Bikoro, Makanza, Bomongo, Bassankousou. Aucun juge de paix qui ont été nommés à partir de quand ils étaient partis. Et le problème c'est quoi? C'est le logement et le non-paiement. Les sommes ont anticipé et on dote les députés de 27 millions de dollars pour se taper les jeeps. Ils ont 4 à 5 000 dollars. Je fais les calculs. S'ils contractent un prêt, 2 000 dollars par mois de payer, en 2 ans, ils épousent cette histoire-là. Nous avons pas dans ces pays d'ordre prioritaire. Nous n'avons pas de l'ordre de priorité. On a la gratuité de l'enseignement. Les classes sont surpeuplées. Il faut construire les écoles pour que tous ces enfants soient là. La troisième vague de la Covid-19, nous avons besoin des ambulances médicalisées. On peut même hospitaliser quelqu'un dans l'ambulance pour avoir les soins. Il y a la mafia dans la police, il y a la mafia dans l'armée. Mais pourquoi? Parce qu'il faut les soins. Alors, les députés sont devenus quoi? Moi, je dis, quand on vient en politique, on se sacrifie. Est-ce que le problème de l'enrichissement, c'est que ça compte que sur les députés? Mais non, il faut comprendre. On doit faire cette fixing sur le Il faut les contextes ne permettent pas, les contextes ne sont pas favorables. Mon cher ami, quand ici on parle des dépassement budgétaire dans une institution, là c'est normal. Mais quand on parle d'acquisition de Jeep pour les députés, c'est que c'est... Mais non, parce que je vais vous dire une chose. Député, c'est quelqu'un qui est allé se présenter pour porter le problème des citoyens et l'amener à la place publique, à l'Assemblée et au gouvernement. Je vais accepter le bureau parce qu'il fonctionne toute l'année. Le gouvernement, la même chose. L'instant, là, le problème d'électrification, l'État lui donne beaucoup d'argent. La régie des eaux, la même chose. Les produits de première nécessité, l'eau, l'électricité. Regardez combien de fois nous sommes restés ici pour l'interruption de l'électricité. Et en quoi consiste à donner des gens qui on refuse de lever leur immunité parlementaire parce qu'ils s'estiment qu'après avoir géré ne fût-ce qu'une petite parcelle du pouvoir de l'État, il n'a pas le droit de se justifier. Moi, je pense. Moi, en tout cas, au niveau de mon parti, je vais demander à M. Katumbi de chercher les voies et moyens, de souscrire un prêt pour les députés ensemble. Que les députés ensemble refusent. Parce que nous sommes venus... C'est acquis pour eux, on ne va pas. Non, monsieur, vous êtes député si vous n'avez pas... Les moyens de locomotion, vous êtes un député. La France a un budget plus élevé que nous. La petite Belgique a un budget plus élevé que nous. Mais ils ne dotent pas ces députés des jeeps. Vous contractez votre prêt, vous vous dotez de votre jeep de basta. Quand on veut faire la politique, c'est pour servir et non se servir. La politique, c'est une charge. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui était politicien. Mais il y avait une catégorie de gens qui faisaient la politique. Alors, qu'ils arrêtent. Moi, je dis aujourd'hui qu'aux députés d'ensemble de renoncer. Qu'ils demandent au président Moïse Katumbi, comme ministre d'Affaires, de contracter un prêt que chaque député peut rembourser 2 000 dollars par mois et en 24 mois, nos hôpitaux. Mais papa, je suis allé dans les hôpitaux de référence. Ils n'ont rien. Et les députés sont qui dans ces pays? Le problème, c'est que c'est vrai qu'on pose un problème réel, connu de tout le monde dans notre pays, la RDC. Et d'ailleurs, je le rappelais par rapport aux recommandations des évêques, Jean, vous avez la parole, qui demandait au gouvernement de rééquilibrer un peu les dépenses publiques. Et de voir comment redistribuer nos richesses. Il y a de ceux-là qui, une poignée de main, qui
disent les leaders, qui s'enrichit au détriment du grand nombre, ça c'est connu, mais on ne peut pas occulter le fait qu'il y a aussi des catégories de personnes qui doivent bénéficier des droits acquis, comme on dit. Est-ce que c'est un péché pour un député d'avoir sa Jeep, une voiture pour sa locomotion? Voudrions-nous avoir un député? Attendons. Cette dotation est budgétisée. Non, effectivement, est-ce qu'il est budgétisé? Parce que quand c'est l'Assemblée, c'est l'autorité budgétaire. Je termine là. C'est l'autorité budgétaire. Parce que tout ce doit se faire. C'est dans la loi des finances. D'accord. Voilà. Mais on sait plus ou moins, vous et moi, on sait plus ou moins depuis des belles lurettes, des bouteilles. Mais nous voulons le changement. L'acquisition des véhicules en faveur des députés, c'est tout à fait connu. Non, mais c'est la mauvaise pratique. C'est Jean-François la parole qui va voilà. dire. Bon, Michel, il faut d'abord qu'on se mette d'accord. Est-ce que c'est un don présidentiel ou c'est le même montage financier qui se fait depuis longtemps avec les députés nationaux? En tout cas, la version officielle de l'Assemblée nationale, c'est un crédit remboursable par les députés eux-mêmes ou c'est un don du chef? En tout cas, je m'en tiens aux déclarations des députés nationaux certains et les Tamboué, je crois d'autres aussi qui l'ont dit, même l'Assemblée nationale à travers sa cellule de communication qui dit que c'est justement les crédits. Si c'est un montage financier, c'est-à-dire un crédit accordé aux députés qui vont rembourser, je crois que il n'y a pas à dire en tout cas que les gens puissent tirer sur le député. Ça a toujours été fait comme ça. Ça a toujours été fait comme ça. Mais si c'est une dotation, là, ça va en tout cas être beaucoup plus grave parce que nous savons nous tous que l'UDPS, qui est le parti du chef de l'État, s'est battu pendant plus de 30 ans dans ce pays pour apporter le changement. Donc, c'est-à-dire pour gérer les pays différemment de ce que les MPR, parti État, la FIDEL, tout ça, le PPR, DFCC, à gérer. Donc si ça se confirme que c'est une dotation présidentielle, moi je dirais que c'est de la corruption et que c'est inacceptable parce que les besoins de ces pays ne sont pas que de doter les députés nationaux de véhicules. Pourquoi pas on peut leur acheter même des jeeps de 20 000 $, même de 15 000 $, mais pas des jeeps de plus de 40 000 $. Ça, c'est une parenthèse. Mais les besoins que nous avons dans ces pays, vous savez vous-même ce qui s'est passé par exemple à l'est du pays avec l'éruption du volcan Nyiragongo. Mais moi, j'ai assisté à des réunions où les membres du gouvernement sont pratiquement en train de mendier l'assistance étrangère. Comment est-ce qu'on est dans un pays qui n'est pas capable de pouvoir prendre en charge sa population en cas de difficultés, de catastrophes, mais qui se permettra en tout cas de pouvoir comme ça dépenser plus de 20 millions de $ pour acheter des jeeps en faveur des députés nationaux qui ont fait quoi comme travail? Parce qu'il y en a, par exemple, qui assistent à une ou deux plénières par mois, qui sont là en train d'applaudir tout simplement, qui ne font absolument rien, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle... Mais il faut aussi méconnaître, Jean Romance, aussi les poids que détiennent les députés. Vous savez, ils sont des cas sociaux. Hein. Dire que matin, la famille, tout ça, c'est en charge ça, c'est pas le travail des députés. Il appartient aux députés d'imposer la bonne gouvernance dans le pays, que le pays soit bien géré, que chacun là où il est en train d'œuvrer puisse avoir un revenu qui nous permet en tout cas de s'organiser et de faire face à ses obligations. Donc il n'appartient pas aux députés de pouvoir se dire non, on doit avoir beaucoup d'argent parce que nous prenons en charge la population. Qui vous dit que tous ces députés la prennent en charge de la population? Voilà. Charles, il y en a qui le pensent à eux. Terminons par vous. Votre lecture. Bon, écoutez, il est difficile aujourd'hui. Les gens sont scandalisés pour rien. Il a été clairement dit que ces véhicules, c'est un achat à crédit. Et les députés vont petit à petit payer et apurer la dette de ces véhicules. Donc c'est inutile aujourd'hui de continuer à spéculer. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir la manière dont les gens clouent au pilori les députés nationaux. Mais Michel, vous venez de dire ici le rôle social des députés. Est-ce que nous vivons ici dans ce pays, nous voyons ce que les députés font. Ils sont à la fois, ils construisent des ponts, ils amènent des câbles électriques, ils font sortir des femmes qui n'ont pas de moyens dans des maternités. Et lorsque vous êtes député ici, vous allez voir les étudiants de votre mouvement. Ce n'est pas le rôle des députés, mais dans l'opinion. Qu'est-ce qui se passe dans l'opinion? Vous pensez que même ici sur ce plateau, quelqu'un peut aller battre campagne sans
pouvoir faire des gestes dans sa circonscription et être élu. Mais c'est ça que nous devons changer. S'il vous plaît, nous devons changer ça en travaillant et les députés travaillent. Il n'est pas bon de dire aujourd'hui que les députés ne font rien. Mais pour avoir des réformes, pour avoir des réformes qui doivent faire avancer ce pays, mais il faut que ça passe par l'Assemblée nationale, par le Parlement. C'est ça le travail que les députés font au Parlement. Mais à côté de cela, les députés jouent un grand rôle au sein de la société. C'est vrai que les professeurs d'université, les médecins et autres font leur travail. Mais si aujourd'hui, vous l'avez dit Michel, il suffit que vous ayez un malade à l'hôpital, un deuil, les gens n'iront pas chez les professeurs d'université ou chez les médecins, ils vont aller voir le député. Parce que dans l'opinion, c'est quoi? Comme on a voté à Kyo, donc toi tu me dois quand même, c'est un contrat, il faut et ils souffrent. Et les députés souffrent. La mort au monument là ne suffit même pas. Vous savez pourquoi beaucoup de députés veulent partir du Parlement, de l'Assemblée nationale, par exemple, pour aller au gouvernement et dans les entreprises publiques? C'est parce que là, quand même, ils seraient un peu à l'abri de toutes les sollicitations sociales qui les harcèlent à tout moment. Donc, nous sommes d'aspect, on ne peut pas ignorer le rôle des députés. Les députés souffrent et les salaires, les émoluments qu'ils ont ne suffisent même pas à ce qu'ils puissent assumer correctement les charges. Je ne veux pas le laisser parce qu'il y a ceci. Les députés ne votent pas de loi évolutive sociale pour permettre au Congo de vivre. Aujourd'hui, le président a lancé la couverture sanitaire universelle. Qu'est-ce qu'ils attendent pour voter cette loi afin que la couverture universelle assurance maladie les députés qui fassent la travail? Ce n'est pas les bons. Parce que les ils s'achètent les voitures et ce n'est pas contribuable. Ce n'est pas contribuable. Si vous avez choisi ça, s'il vous plaît, Isaac Bakou, ils avaient choisi ça. S'il vous plaît, nous allons commencer l'émission avec En Beauté. Terminons également en beauté. Merci à Charles Kankou, merci à Jean-Ramos Mokolo, merci également à Isaac Bakoukou pour le dire. Je rappelle que moi, je suis tout près de beaucoup de députés, j'en ai l'expérience. Je connais que chaque matin, au moins un député peut avoir centaines de personnes qui l'attendent dans son couloir, dans son salon. Je rappelle également même les députés d'Ané Safou ici, mon ami d'ailleurs, qui souffre chaque matin. Vous avez député, il fait beaucoup de les mots.